Je vais prendre quelques questions, je vais couper mon écran, hop, arrêter le partage, je vais me remettre en plein écran. Alors, faudra couper à l'annonce de la Fed et remettre derrière? Ouais, en fait, faut attendre. Déjà, l'annonce de la Fed, elle est, que je vous dise pas de bêtises, c'est le 17 septembre, c'est quasiment dans un mois. Ça a le temps de bouger et ça dépend de ce qu'il va raconter, hein. Ça se trouve, d'ici un mois, le marché sera plus serein. J'y crois pas trop personnellement, mais c'est possible. On aura peut-être un drawdown qui sera plus bas que les autres, hein. Il faut y être prêt aussi. Normalement, vous devez être, majoritairement déjà quasiment tout alloué, hein. Vous devez pas avoir beaucoup de stablecoin en portefeuille. Sauf si vous êtes déjà sorti et que vous avez déjà pris des bénéfices. Ça, pour le coup, ne rentrez pas. C'est pas le moment. C'est pas la bonne chose à faire. Plus ça corrige encore, plus on peut encore renforcer nos positions pour sortir plus tôt exactement. Il y a encore plein d'altcoins qui sont, vraiment, sous-évalués. Mais quand je vous dis vraiment sous-évalués, c'est pas une bêtise. C'est-à-dire que si vous les avez achetés un peu haut, ça arrive. Je sais quand on commence, on a tendance à FOMO un petit peu. Par exemple, je sais pas, les personnes qui sont rentrées sur l'Ether à 4 700, bah, vous en re profitez pour acheter et pour acheter plus bas. Et si l'Ether, il y en a un qui me demande si ça descend à 3 900, oui, j'ai regardé, c'est pas surprenant de voir un Ether à 3 900 et donc ça vous permettra de lisser à la baisse et il y a plein d'autres altcoins qui sont comme ça. Il y en a plein, plein, plein sur le marché. Je ne vais pas vous donner des noms parce que vous devez faire vos propres recherches. Vous devez prendre le temps d'analyser et de faire votre due diligence. Et pour ceux qui, n'ont pas de méthode, bah, globalement, je vous invite à suivre la nôtre qui est l'information crypto-investisseur. Ça vous permet vraiment de comparer l'ensemble des points, vérifier l'ensemble des choses. On m'a laissé un commentaire sur Instagram qui était assez intéressant. J'ai sorti un petit réel en mode petite blague, avec, vous savez, la réplique de Jean-Claude Duss dans les Brosées font du ski. Je suis pas très à l'aise avec ce genre de format, mais c'était histoire de dire: «Attention qu'il faut pas se lancer comme ça n'importe comment et mettre de l'argent sur n'importe quel jeton sans avoir fait, ses propres recherches, au préalable» et une personne m'a demandé, justement pour l'histoire du comment ça s'appelle? C'est le, SP attendez, SP 900, SPX 6900. Voilà, je cherchais le nom. Qui est un meme coin. Qui est un meme coin qui a un peu le vent en poupe là depuis un certain temps. Et en fait, ce que j'expliquais dans ce genre de choses, on n'est pas anti meme coin. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent sur cette chaîne qu'on est anti meme coin, mais on n'est pas anti meme coin. Juste qu'en fait, le fondamental d'un meme coin n'est pas le fondamental d'un projet comme Chainlink, qu'on s'entende bien. Un projet comme Chainlink, vous allez pouvoir checker, par exemple, les équipes, la tokenomics, vous allez pouvoir, regarder l'utilité du projet, vous allez pouvoir regarder, tout un tas de choses et ça, vous pouvez le quantifier. Vraiment, vous avez des critères qui sont objectifs. Un jeton comme le SPX, c'est un meme coin. Vous pouvez pas faire une analyse fondamentale brute comme vous pourrez le faire sur d'autres jetons. Parce que vous allez complètement tomber à côté de la plaque. Le truc, il va se taper tous les red flags et ce qui est normal, c'est un meme coin, il n'a pas d'utilité. Mais le fondamental d'un meme coin et ça, on est assez d'accord entre nous, pour le dire sur cette chaîne, c'est tout simplement que c'est la communauté. C'est un autre type de fondamental. Par contre, la communauté, elle peut être très fidèle à ce même coin, comme elle peut être totalement passagère. Et le gros risque, en fait, avec ce type de jetons-là, c'est que souvent les débutants vont être suralloués sur ces jetons. Que vous en ayez 1 en portefeuille, ça peut être une bonne idée pour aller chercher un peu des performances, pour aller vous challenger. Vous le perdez, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup trop qui ont 50-70 de leur portefeuille sur des mêmes coins. Ça, c'est une grosse bêtise. Vraiment, c'est du vécu. Il y a plein de problèmes de liquidité et là, on parle du SPX qui est déjà le 0,0000001% des mêmes coins qui sont sortis et qui ont réussi et encore, je pense que je pourrais ajouter un sacré nombre de zéros, derrière. Donc si vous dites aujourd'hui: «OK, j'ai fait mon analyse technique dessus, je pense que je vais faire des belles performances avec celui-ci», pas de souci. Rentrez, faites de vos DCA, vous savez sur quoi vous engager. Mais si vous voulez vraiment avoir des jetons portefeuille sur lesquels le fondamental est là, qui sont vraiment sous-évalués parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de sous-évaluation d'un même coin. Il y a pas d'utilité. C'est comme une société qui ne ferait rien, littéralement, que juste les personnes aiment, mais qui ne ferait rien parce que c'est vraiment
La plupart des mêmes coins sont sur cet élément-là. SPX, je le connais pas en profondeur, donc voilà, je veux pas non plus m'avancer, mais qui ferait rien et qui serait valorisé à là, on prend le SPX, il est valorisé à 1,26 milliard de dollars. Regardez un peu les sociétés que vous avez autour de vous. On va prendre par exemple, je sais pas, le CAC 40 en termes de liste. Hop, par capitalisation. Alors CAC 40, c'est pareil, c'est des très grosses structures, mais il faudrait trouver des structures qui vous parlent. Il y a pas les valos là sur les sites que j'ai trouvés. C'est pas grave. Il y a que la compo, il y a pas les valos. Cherchez il y a le cours, il y a le cours de l'action, mais il y a pas la valorisation de la société qui va avec. C'est pas grave. Mais je vous laisse imaginer une société qui a 1,2 milliard de capitalisation et qui ne fait rien. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est normal? Est-ce que pour vous, c'est sain? Ou ça l'est pas? Est-ce que vous pensez que ça va beaucoup plus se déployer? Voilà. C'est juste à vous de voir ça. Et ça, c'est hyper important de regarder l'ensemble de ces éléments-là. J'ai fait ça sur un Shitcoin PP, un petit 150 balles. Si je perds, c'est pas grave. BTC ou Ether rembourseront. Exactement. Et vraiment, c'est la position qu'il faut avoir. Vous mettez un petit ticket, c'est de la loterie. Vous vous amusez, ça vous fait plaisir. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis, c'est pas grave en fait. Benjamin qui dit SPX sans Mourad et ses conférences ont-ils les mêmes performances à titre personnel? Non, je crois pas. Franchement, on est bien d'accord. Et effectivement, il est sorti du lot parce que Mourad l'a mis en avant et que c'est la communauté qui l'a fait. Mais voilà. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres choses. Mais vous connaissez ma position sur le sujet. Alors, particulièrement pourri ce cycle pour l'instant, pas tant que ça. Si on regarde les perfs du BTC, elles sont globalement bonnes. Si on regarde les perfs du BTC. Le problème, c'est que la majorité des personnes, elles ont des altcoins et elles ont même pas de BTC d'Ether. Donc aujourd'hui, il y a BTC, Ether qui a commencé à reprendre un peu et on n'est pas encore dans une phase où toutes les liquidités sont passées sur l'Ether. Mais oui, c'est décevant pour beaucoup de personnes. Moi, j'attends un peu la l'euphorie technologique, mais l'euphorie, elle dure très peu de temps. Comme on vous l'a dit, ça dure une quarantaine de jours, cinquantaine de jours, grand max. Et quand on voit aujourd'hui les news qui sont les plus importantes, regardez, hein, je vais repartager mon écran. Quand dans le top news, ici, sur CoinMarketCap, vous avez ça, ça fait 4 jours que ça se trimballe de partout parce que la Thaïlande a autorisé, si vous avez des cryptos, vous pouvez aller payer en Thaïlande sur certains shops via du QR code. En Thaïlande, on paye avec des QR codes dans la plupart des magasins, des boutiques et autres qui sont reliés à nos comptes bancaires et donc là, on pourrait faire ça avec de la crypto. Quand ça, c'est la news principale, je vous avoue qu'effectivement, ça excite pas sur le marché, on est bien d'accord, hein. Loïc qui dit: «En mensuel, si on passe la MA50, c'est le bear». Et ben, on va regarder, où on en est. Hop, je reprends mon TradingView. On va se mettre en mensuel. Déjà, regardez, hein, ne serait-ce que la position en mensuel, elle est tout autre, hein. Quand on regarde par rapport, à du weekly, quand on prend du recul, on s'aperçoit qu'on est loin d'être sur quelque chose de de dangereux, en fait, hein. Ah, je sais pas, le problème, c'est que j'ai déjà d'autres indicateurs. J'ai le MACD qui est ouvert. Oui, il veut pas s'afficher. Ah mais si, elles sont affichées. Parce que je les voyais pas. C'est que j'ai un écran noir sur noir, donc ça aide pas forcément. Attendez, je vais virer l'autre. On a juste la, voilà. La moyenne mobile à 50 jours, sur 50 mois, on en est très loin, hein. Vous voyez? Donc il n'y a pas de quoi, il y a pas de quoi s'alarmer sur ce genre de choses, hein. Le problème, c'est qu'on a eu zéro baisse de taux aux US en septembre, ça repart.
Ouais, mais c'est pas grave. Ça va avoir un petit impact sur, comme je disais, septembre, octobre et après pour l'instant, il y a aucun indicateur qui dit que, on n'est pas bon. Il faut toujours dézoomer quand c'est comme ça. Prenez du recul et vous voyez quand vous prenez du recul, il y a pas de quoi s'inquiéter. On est très loin, d'être sur un verre et comme je vous dis, il y a la très, très grosse majorité des indicateurs qui n'ont pas, sonné le top en fait, hein. L'alt season va être décalé début 2026 par rapport à un top de marché BTC fin 2025, puis consolidation. Dans tous les cas, pour mars-avril 2026, ce sera la porte aux enfers du bear market. Historiquement, c'est globalement ce qui s'est passé. Le top de l'Ether en 2021, attendez, on doit avoir, je vais prendre sur Coin Paprika, fermer quelques onglets parce que là, quand je partage mon écran comme ça, hop, plus haut historique. Regardez, je vais vous partager mon écran. Touk, 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 touk. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas partager l'écran? Ok. Juste, je masque. Attends, je me mets en plein écran comme ça réglera le problème. Je masque ton commentaire pour y répondre. Si on regarde un peu les dates, novembre 2021, janvier 2018. Après, ça c'est une exception. Septembre 2021. Alors, ça c'est une exception aussi. Mai 2021, quand ça avait topé. Mais régulièrement, on est sur des débuts. Alors ça, c'est sorti cette année. Bitcoin Cash a pas refait des performances. Novembre 2021, ça ne surprendrait pas qu'on ait octobre 2021, novembre 2021. Vous voyez, Monero, il y a eu d'autres problématiques. Novembre 2021, ça ne me surprendrait pas qu'on ait en fait des cryptos qui arrivent après. Et quand on regarde le prix de l'Ether, les sommets sont toujours légèrement décalés par rapport au BTC. Si on prend le BTC, le sommet a lieu un peu avant. Et si on prend sur 2017, regardez, c'était en janvier 2018, si on prend le cycle de 2017. Donc ça ne me surprendrait pas qu'on ait une grosse performance, un sommet vraiment des altcoins sur le tout début d'année. Historiquement, c'est déjà arrivé en fait. Tant que la Fed n'aura pas baissé ses taux, on ne connaîtra pas de fruits sur les marchés, mais ça signalera aussi un top de marché par la suite. Pour l'instant, c'est des choses qu'on n'a jamais connues. Historiquement, le marché a toujours connu des injections de liquidités qui sont énormes. Et pour l'instant, les liquidités, elles sont au rendez-vous. Il y en a. Donc après, il faut juste voir d'où elles viennent. Est-ce qu'elles viennent des US? Est-ce qu'elles viennent de Chine? J'ai une news à vous montrer à ce sujet-là. Mais faut pas non plus baisser les bras en disant s'il y a baisse des taux, ça y est, on part à la cave, merci, au revoir. Parce que là, les taux, ils sont restés stables et pourtant, il y a eu de la performance. Donc c'est normal, il faut juste attendre. Après, comme tu disais, un mars-avril 2026, porte aux enfers du bear market. Faudra voir à quel moment. En 2018, c'était le cas. En 2022, c'était le cas. Non, c'était un peu plus tard, on était vraiment sur la pointe. Historiquement, si on regarde la même durée des cycles, ouais, si ça s'allonge un peu, c'est possible. De toute façon, il faut pas se dire, comment dire? Il faut pas se fier uniquement à la temporalité. Il faut se fier à tout un tas d'indicateurs. Nous, quand on fait une analyse de marché, chose qu'on présente dans l'accompagnement de groupe, on prend un ensemble d'indicateurs. On a même développé un outil qui est à disposition de l'information. On se base sur une quarantaine d'indicateurs et ça nous donne un élément qui est fiable. On peut se dire, OK, là, le marché, il est en surchauffe. Là, il est en train de vraiment corriger. Ou là, on a encore de la marge. C'est le seul moyen. Si tu regardes un ou deux indicateurs, tu peux être biaisé.
et jouer uniquement sur la temporalité, bah, c'est pas une bonne chose. Ça fait assez longtemps qu'on est sur le marché des cryptos avec, Thibaut et Théo pour savoir que la temporalité, elle peut être potentiellement affectée et ça, c'est un élément à prendre en compte. En septembre 2021, l'Ether a pris -35 dans une situation similaire, ça nous conduira à 3100. Là, il y a quand même des résistances avant. Il y a des supports avant. Ça me surprendrait de le voir à 3100, mais s'il est à 3100, c'est pareil, hein, ça vaut le coup de remettre une cartouche, assez fort, hein. Mais, d'un point de vue probabilité, il y a quand même, moins de chances. Un bear arrive après une phase d'euphorie, on est bas sur beaucoup d'alt. Ouais, exactement. Après, phase d'euphorie, c'est la suite des cycles, en fait. C'est la suite des cycles. Chaque En fait, quand vous regardez un cycle, il faut bien comprendre que tous les éléments sont imbriqués et déclenchent les éléments suivants. Hem, il peut y avoir après des black swans, il peut y avoir des événements qui sont un peu attendus, mais qui sont sur une temporalité qui est généralement assez courte. Si on prend l'histoire, du covid en 2020, je vous assure qu'en fait, personne ne l'avait prévu, hein. Nous, quand il y a eu, là, cette baisse de marché, vous voyez, quand vous dézoomez et que vous regardez ces périodes-là, vous dites: «Mais c'est rien». Mais l'Ether, il était passé de 280 284 à 130, ce qui faisait quasiment une perte de 50. C'était énorme et là, beaucoup de personnes pensaient qu'on partait à la cave et pourtant on était, à 1 an de la phase haussière et personne ne voyait cette histoire de covid et d'avancement. Toute l'économie était en berne. Il y a des choses qui peuvent venir impacter à court terme. Mais si on prend la vision long terme, toujours dézoomer. C'est toujours important. C'est pour ça qu'on prend, nous, les graphiques, en mensuel ou le plus large possible pour avoir vraiment cette vue et vraiment, je vous invite à faire exactement pareil, à garder cette tendance de prendre une vue qui est la plus large possible. Parce que c'est ce qui vous permettra de moins vous trahir, en fait et surtout de ne pas faire de bêtises. Les alts ont pumpé fin 2024 grâce aux 2 baisses des taux de la Fed. Faut regarder, mais de mémoire, non. Heu, Parce qu'il y a toujours un temps entre le moment où ils baissent les taux et le moment où il y a l'injection de liquidité, hein. Donc, dire: «C'est parce qu'il y a baisse des taux de la Fed» et hop, regardez, je vais vous repartager mon écran. Historiquement, au contraire, quand il y a des baisses de taux, on se retrouve plutôt heu, sur un bas de marché, financier. Regardez. Là, on était en août 2024, on a baissé les taux. Septembre, on a baissé les taux en novembre, on a baissé les taux en décembre. Le BTC, hop, attendez, regardez. On a eu une hausse des taux en novembre, c'est tout. Avant, c'était une hausse qui était, on va dire, normale et en décembre, on n'a pas eu de montée du BTC. Donc en fait, il y a pas c'est pas parce qu'ils baissent les taux que tout de suite les liquidités sont accessibles. Ça, il faut absolument le comprendre. Et ils baissent les taux, j'ai vu passer les questions pour plusieurs choses. L'idée à la base, si on prend le principe de la Fed, qui n'est pas censée être affiliée au gouvernement. J'ai vu passer quelques commentaires comme ça et effectivement, Trump essaie de faire pression sur Powell, ce qui n'est pas une bonne chose. Après ça dépend de quelle école économique de pensée vous êtes. Mais, globalement, si on prend le principe de base de la Fed, c'est d'être un organisme qui est indépendant du gouvernement et qui est censé gérer la masse monétaire en fonction sans avoir de rapport avec le calendrier politique. Parce que sinon ça pourrait impacter et leur objectif étant de garder une inflation qui est maîtrisée, de garder un taux de chômage qui soit le plus bas possible. Parce qu'à partir du moment où vous prêtez de l'argent à des entreprises, si c'est prêté correctement, intelligemment, elles vont avoir tendance à se développer. Si elles viennent vous emprunter à un taux qui est faible, elles vont avoir tendance à acheter de nouvelles machines, à produire plus, donc à embaucher plus de personnes. Le problème étant que quand vous arrivez dans des moments où on file de l'argent à tour de bras à des personnes qui ne produisent plus, eh ben, on se retrouve justement dans une inflation qui est courante et qui n'est plus gérable. Et donc, il y a plus d'achats possibles, baisse du pouvoir d'achat, plus de chômage
Et donc là, aujourd'hui, on est dans une zone où ils essaient de prendre le marché un peu avec des œufs et de limiter les casses au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il y a eu un espèce de stand-by. Je suis pas analyste financier ou quoi que ce soit. C'est ce que j'en comprends, de ce que j'en vois, hein. Donc chacun peut avoir son interprétation et je suis prêt à l'entendre. Hem, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, leur objectif étant de permettre à l'économie américaine de se développer, si on prend le rôle de la Fed, à l'économie américaine de se développer, d'avoir assez de liquidités pour le faire, sans avoir une inflation qui soit trop forte, sans appauvrir la population, sans avoir un taux de chômage qui soit trop élevé. Et ils doivent gérer cette tambouille-là au mieux avec, en plus, Trump qui, par-dessus, va jeter un peu d'huile sur le feu parce que quand vous êtes élu président, vous avez besoin que les marchés financiers se portent bien. C'est plutôt bon pour votre image et ce qui vous permettra potentiellement de faire réélire, plus tard. Voilà en tout cas les éléments que j'ai moi à l'heure actuelle en ma connaissance. Voilà. Après dans les choses qu'il faut regarder, c'est également, bah, de supply qui est justement les injections de liquidités et de voir si elles augmentent ou si elle va corriger parce que pour le coup, là, c'est une corrélation directe avec le cours du BTC. À l'heure actuelle, on voit qu'il y a une très forte corrélation entre les 2. Ether fin d'année 5 000 mini, oui, moi ça me surprendrait, pas du tout. Alors, l'euphorie qu'il y avait eu en novembre, décembre, janvier, c'est du plan sans baisse des taux en plus. Oui, oui, oui. En fait, les gens aiment bien faire des corrélations. Il y a un site web qui j'ai plus le nom, j'ai vu ça la dernière fois, qui fait justement, des corrélations entre des trucs qui ont rien à voir, en mode la consommation de beurre, au Pakistan et le nombre d'enfants, qui sont, nés aux États-Unis, dans le Minnesota. Et en fait, tu peux faire dire tout et n'importe quoi, à partir du moment où il y a 2 courbes qui suivent. Mais ça veut pas dire qu'il y a un lien entre elles, en fait. Ce qui est sûr, c'est que, le temps que la Fed baisse ses taux, que les liquidités arrivent sur le marché et autres, ça peut impacter, ça peut avoir du temps. Et en général, quand elle baisse ses taux, c'est plutôt historiquement un signal baissier sur les marchés financiers. Ce qui corroborerait avec potentiellement une baisse sur septembre et peut-être un bout d'octobre aussi. Heu Quand la Fed baisse ses taux, le lendemain, tu peux faire un crédit à taux réduit. Il n'y a donc pas de lag entre la baisse, mais ça, c'est pas la réalité. C'est que oui, techniquement, tu peux faire un crédit le lendemain, mais dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. Et vraiment, je t'invite à regarder et à lire des bouquins de beaucoup de mecs qui font de la finance assez avancée. Il y a ce sentiment, en fait, cette psychologie des marchés qui a un impact. Et les gens, c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'il y a une baisse des taux qu'ils se disent le lendemain, boum, je vais réinvestir. Non, psychologiquement, ils sont: «OK, il y a une hausse du chômage, l'économie se porte mal, l'inflation est mauvaise» et on le voit dans les discours, dans les éléments qui sont portés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais être plutôt protectionniste. Donc je vais pas aller emprunter tout de suite. Il y a qu'une fois que ça a baissé assez, que l'économie est un peu au tas, que les personnes voient des opportunités, qu'elles se disent: «OK, on va relancer». Vraiment, il y a un très bon bouquin dont je vous parle régulièrement, qui est sur les cycles de marché financiers et c'est exactement ce qu'il explique dedans. C'est le gérant de Hawk Investment, il a fait ça pendant 40 ans. Son métier était d'analyser l'entièreté des cycles financiers, quels qu'ils soient. Et justement, ça te permet de t'éclairer sur ce genre de choses et de plus être dépendant, de regarder les corrélations directes, en fait et de prendre un peu de recul sur la psychologie, parce que la psychologie des marchés financiers a un impact qui est énorme, beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Je pense que la psychologie de tourner vers le fait qu'on n'aura pas d'alt, les gens sortiront. Et là, une alt season arrivera. De toute façon, là, le retail, c'est complètement désintéressé. Ceux qui achètent majoritairement, les retail qui achètent majoritairement, ils les achètent via les ETF et aujourd'hui, c'est les institutions et les sociétés qui se placent dessus. On vous le montre à chaque, quasiment à chaque live, en fait. Ça fait 1 an que les gens attendent une alt season, faut croire que c'est pas encore fini. Ouais, mais c'est pas grave, ça donne l'occasion de cumuler encore plus. Donc faut pas se dégoûter, en fait. Ce qui me fait peur, c'est les prix bas de la majorité des alts, Atom, Shiba, Chiliz, VET et cetera. On peut pas laisser les gens rentrer facilement sur le marché pour faire de gros multiplicateurs. Bah, c'est le principe des marchés, c'est-à-dire qu'en fait, si tu estimes qu'à l'heure actuelle, le Shiba est sous-valorisé par rapport à sa valeur réelle, rentre dessus. Le Chiliz, le VET aussi ou ce que tu veux en fait. Pourquoi on pourrait pas les laisser rentrer les gens?
Si ils ont le cran de rentrer et qui voient une opportunité et qui font des performances, c'est pas parce que tu es rentré beaucoup plus tard que c'est eux qui doivent en payer le prix, en fait. L'investissement, ça marche pas sur une question de d'ego ou de mérite. Ça marche sur celui qui est le mieux formé, celui qui a la meilleure stratégie, celui qui va voir les opportunités, celui qui va saisir les opportunités et les gains, on les fait lors de l'achat. On les fait pas lors de la vente. C'est hyper important à comprendre ça. C'est-à-dire que si vous surpayez un actif, vous allez le surpayer et donc finalement, vous ferez peut-être pas de bénéfices, vous avez plus de chances de faire des pertes. Si par contre, vous sous-payez un actif, ne serait-ce que s'il revient à son prix normal, vous allez faire des bénéfices et donc l'objectif, c'est toujours, en fait, d'avoir la meilleure valeur possible pour le plus petit prix possible et ça, beaucoup de personnes ne le comprennent pas et c'est pour ça, par exemple, qu'il y a eu la crise, des subprimes en 2008. C'est un des éléments, un des facteurs, je dis pas que c'est le facteur, c'est un des facteurs et quand on voit aujourd'hui l'immobilier dans pas mal de régions en France, on commence à être sur des choses qui sont décorrélées de la réalité et c'est pas une bêtise. Quand vous avez certains actifs dont la valeur réelle vaut 1 et qui se vendent 10, 15, 20, vous prenez les marchés financiers traditionnels à l'heure actuelle, il y a énormément de boîtes, de grosses boîtes, où leur cotation, elle est délirante par rapport vraiment à la valeur qu'ils produisent, par rapport à leur vraie valeur financière. Donc si vous décidez, vous, de rentrer dans ce jeu-là et d'acheter le top, bah, il faut accepter que ça mette des fois plusieurs années, voire que vous perdiez juste de l'argent. C'est comme ça et accepter qu'il y ait d'autres personnes qui, quand elles voient le prix retrouver un niveau qui est correct ou même qui est sous-valorisé, bah, qu'elles saisissent l'opportunité et si vous avez suracheté, c'est pas grave, ça arrive. C'est le moment de faire un DCA à la baisse et il y a pas de honte. C'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. À ton sens, les Alpes vont pumper prochainement. C'est ce que j'explique depuis le début, du live. Ça fait quasiment 1 heure. On va avoir globalement, une il y a de fortes probabilités, j'ai pas dit on va voir, c'est il y a de fortes probabilités pour qu'on ait une baisse sur les marchés sur la partie septembre et peut-être, jusqu'à mi-octobre et qu'après effectivement, si on a de la vue beaucoup plus long terme, qu'on ait un marché qui soit haussier sur la fin d'année et ça me paraîtrait pas forcément surprenant. Hem, est-ce que tu peux nous conseiller des livres sur l'économie ou auteur, s'il te plaît? 2 secondes. Bah, il y a déjà en fait, tous ceux qui sont liés au standard Bitcoin. Déjà de ça, c'est la base dans la crypto. Tout ce qui est les talons Bitcoin et ce genre de choses. Après, si on parle de marché financier pur, il y a tous ceux qui sont aux alentours de Warren Buffett, Ray Dalio, Mike, j'ai plus son nom, j'ai perdu son nom, sur les métaux précieux. Heu, Mike Maloney, cherchez les termes. Vous avez le bouquin là sur les cycles, des marchés financiers. Tous ceux qui ont globalement bossé dans des institutions, financiers pendant très longtemps. Et après, ça dépend de vos écoles de pensée économique. C'est des choses sur lesquelles je travaille, énormément parce que la l'école de pensée keynésienne n'est pas la marxiste, n'est pas, l'école autrichienne, n'est pas l'école libertarienne, n'est pas la même façon, d'aborder les marchés et donc vous trouverez des économistes, pour le coup, dedans. Les économistes, tout simplement des personnes qui ont fait des études et des recherches en économie, mais qui n'ont pas forcément travaillé dans la finance traditionnelle. Un financier n'est pas un économiste. Il peut l'être s'il a fait ses études, mais la majorité des gens que vous allez trouver aujourd'hui et tous ceux que, vous allez voir interviewés sur internet, il y a des financiers, il y a des économistes. Personnellement, je trouve que les financiers sont plus, abordables parce que plus réalistes et plus en corrélation avec mes convictions, sur la partie, libérale. Hayek, oui. Bah, voilà, par exemple, Hayek sur la partie, école autrichienne.
Ray Dalio, effectivement, très bon aussi. Et après, ça dépend, comme je dis, de votre méthode de pensée. Aujourd'hui, dans les vidéos que j'ai trouvées sur internet, les trucs sur lesquels je me suis renseigné, c'est très compliqué de trouver un économiste qui n'est pas de gauche. Parce que c'est les études qui les financent, parce que c'est les bourses qui les financent et autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il y en a pas, mais il y en a j'en trouve difficilement à l'heure actuelle. Il faut prendre des personnes qui ont un impact plus ancien et surtout se rappeler qu'en fait, dans la partie, finance, l'histoire est importante et qu'énormément de gens c'est un domaine où les gens oublient complètement l'histoire, en fait. Ils oublient ce qui s'est passé dans le passé. Donc voilà, je t'invite à regarder un petit peu ces choses-là et après tu verras, tu as plein d'auteurs. Demande à ChatGPT si tu veux, il pourra te filer plein de d'auteurs en fonction de toi, ta façon de penser. C'est bien d'aller des fois concurrencer un petit peu, en fonction de ce que tu veux. Par exemple, l'Aigle Noir qui dit: «École libertarienne, peu de livres». C'est une problématique et aussi quand tu comprends le fondement même des libertariens et si tu es en accord avec toutes leurs valeurs, chose sur lequel moi je suis pas forcément d'accord avec toutes les valeurs des libertariens. Il y a des choses à prendre qui sont intéressantes, je suis bien d'accord, mais heu, c'est pour ça qu'il y a peu de documentation par rapport à l'école de pensée keynésienne qui est un truc qui est refourgué de partout à toutes les sauces, parce que c'est l'État qui pousse le bordel, en fait. Mais ça, c'est une façon de voir. Un économiste de gauche, on aura tout entendu, mais je t'invite vraiment à regarder l'ensemble des économistes et ouais, quand je te dis économiste, je ne parle pas de financier. Je ne parle pas, de mecs comme Charles Gave qui sont des financiers, qui sont intellectuellement très intéressants, qui apportent beaucoup de choses, mais ils ne sont pas économistes. C'est pas le Pour être économiste, il faut avoir un diplôme d'économie et avoir fait des recherches en économie, en fait. Et le problème, c'est que c'est que des mecs qui ont fait des doctorats et ce genre de choses. Et vu comme les doctorats sont que financés par l'État et ces systèmes qui favorisent une pensée qui est biaisée, de mon point de vue, tu as beaucoup de choses. Et on aura tout entendu, je sais pas si c'est de l'ironie ou pas, mais aujourd'hui, effectivement, moi, quand j'écoute ces économistes-là, ils sont déconnectés de la réalité et je suis prêt à le dire et vraiment, je suis prêt à en débattre avec beaucoup de personnes. Ça me fait plaisir d'échanger sur ces sujets-là, où ils sont déconnectés de la vie réelle et c'est pour ça que je me retrouve beaucoup plus dans les financiers que dans les économistes qui sont, à l'heure actuelle, mis en avant sur le devant de la scène. Pas des économistes de l'école, de pensée autrichienne et ce genre de choses, où là, je suis beaucoup plus en accord avec eux, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà et heu, c'est important de se faire son propre avis, de pouvoir comparer, heu, donc faut pas les écouter, c'est des pantins. Je pense qu'on a à apprendre de tout le monde. Je reste persuadé de ça et ça permet de confronter aussi la limite de ses idées. Je suis d'accord qu'effectivement, il y a plein de choses qui sont pas saines. On est bien d'accord, qui sont pas réalistes, qui ne sont pas mais ça a pu marcher sur certains pans dans certaines sociétés, donc ça a le mérite d'exister et ça peut nous aider des fois à mettre un peu d'eau dans son vin, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, pas forcément une mauvaise chose. Le nombre de personnes qui sont libertariens purs et durs et puis quand on leur explique, bah, que, avoir une armée, c'est peut-être pas une mauvaise chose et qu'ils se disent: «Ah bah, ouais, bah, finalement, bah, OK, bah, du coup, tu es pas 100 pur libertarien». Tu tu es d'accord que l'État peut avoir un rôle régalien dans nos vies, mais qu'effectivement, il doit pas avoir un rôle central. C'est tout ce genre de choses, en fait, sur lequel vous devez vous affiner et sur lequel vous devez apprendre un peu à avoir une pensée critique. Et après, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, ça il faut avoir des débats qui sont ouverts et c'est là où je vous accorde que des fois, c'est un peu compliqué avec ce genre de profil.